Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Rousseau et je suis conseillère pédagogique chez Messagerie ADP. Pour ma toute première chronique vidéo web, j'ai envie de vous parler de quelques romans que vous devez absolument lire cet été. Mon premier coup de cœur va à la trilogie Hunger Games, dont le tome 3 vient justement de sortir en librairie. Cette série a été écrite par Suzanne Collins et est publiée en version française aux éditions Pocket Jeunesse. Ce sont des romans qui s'adressent principalement à un public de jeunes adultes à partir de 15 ans, autant garçons que filles. Juste avant de vous parler du roman, j'aimerais vous faire part d'un petit témoignage. Ce printemps, nous avons reçu chez Messagerie ADP le courriel d'une enseignante de français au secondaire en difficulté d'apprentissage qui a fait le pari de mettre Hunger Games tome 1 au programme. Alors juste vous dire qu'Hunger Games, c'est pas nécessairement une lecture facile. C'est un gros roman épais qui demande beaucoup de références pour comprendre le contexte. Eh bien, le pari a été levé parce que tous les élèves de son groupe ont adoré Hunger Games. C'est tellement exceptionnel que l'enseignante a même reçu l'appel d'un parent qui était un peu inquiet parce que le soir, son ado, au lieu de fouiller dans le frigo, eh bien, il lisait, ce qui n'était jamais arrivé. Alors, c'est un peu pour vous dire qu'il n'existe pas réellement de non-lecteurs. Il existe seulement des lecteurs qui n'ont pas encore trouvé leur roman qui les font accrocher. Mais je pense qu'Hunger Games peut faire partie de cette série-là. Alors, Hunger Games, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un roman d'anticipation. J'irais même jusqu'à dire que c'est dans la lignée des George Orwell avec 1984. Donc, c'est plus spécifiquement un roman de la dystopie. Qu'est-ce que c'est que la dystopie? Ben, c'est un peu l'inverse de l'utopie. Alors, au lieu d'être dans un monde où tout va bien, on est dans un monde où tout va mal. Donc, on est dans le futur, en quelque part en Amérique du Nord. On comprend qu'il a dû se passer des choses parce que la société a été complètement réorganisée. Donc 12 districts qui vivent en vase clos et qui sont sous l'emprise du gouvernement qui s'appelle le Capitole. Chacun des districts est voué à alimenter le Capitole. Donc par exemple, on a un district qui s'occupe de l'agriculture, un autre de la pêche, un autre du charbon et ainsi de suite. Il y a plusieurs années de cela, il existait un 13e district qui a fait la révolution. Et cette révolution-là n'a pas fonctionné. Le Capitole a détruit le district 13. Et à partir de ce moment-là, pour punir les citoyens, le Capitole a organisé quelque chose d'abominable, les Hunger Games. Donc, dans le texte en français, on parle de Hunger Games, qui n'a pas été traduit, mais qu'on pourrait traduire librement par les Jeux de la faim. Alors, notez d'abord que chacun des districts vit dans une pauvreté vraiment extrême tout au long de l'année. Alors, tous les habitants souffrent de la faim et on a beaucoup de problèmes à s'alimenter, à part le Capitole qui, lui, vit dans l'abondance. Donc, à chaque année, le gouvernement met le nom de tous les ados entre tel âge et tel âge dans un bocal et tire pour chacun des districts le nom d'un garçon et d'une fille qui participeront aux Hunger Games. On dirait que je tarde à vous expliquer ce que c'est que les Hunger Games. C'est parce que ça a l'air un peu violent et ça pourrait peut-être traumatiser des parents. Je veux juste vous dire que oui, c'est vrai qu'il y a de la violence dans Hunger Games, mais que c'est pas de la violence gratuite. Puis derrière ça, il se cache un message extrêmement important qui nous oblige à réfléchir sur ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que c'est que les Hunger Games? On prend ces 24 jeunes-là, on les envoie dans une arène qui a été construite spécifiquement pour l'occasion. Arène dont le climat change à chaque année pour réserver la surprise aux participants. On les envoie là-dedans, et le but, tuer les 23 autres participants. Un seul vainqueur, un seul survivant. L'enjeu est donc grand. Mais en plus de sa vie, le vainqueur apporte aussi l'honneur de pouvoir nourrir tout son district pendant une année. Le roman commence avec le début des Hunger Games. Dans le district 12, le district qui est le plus pauvre des districts, le nom de Prime a été sélectionné. Prime, c'est une toute petite fille, alors le personnage principal du roman, Katniss, sa grande sœur, va se porter volontaire pour prendre sa place dans les jeux. Et là commencent les jeux, et à partir de ce moment-là, on ne peut vraiment plus décrocher. Vous expliquer Hunger Games, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Alors, juste vous dire aussi qu'on joue beaucoup sur le jeu de la réalité, de la télé-réalité, sur le végétarien et ainsi de suite, parce que tous ces jeux-là, ils sont filmés et envoyés sur grand écran. D'abord, pour montrer aux citoyens des districts ce qui se passe, ça leur sert de punition. Mais pour les gens du Capitole, pour les habitants du Capitole, c'est en fait réellement un plaisir parce que eux regardent ça avec enthousiasme. Les participants, ils sont coiffés, ils sont maquillés, ils sont vraiment mis dans une mise en scène incroyable. Et les gens du Capitole peuvent voter pour leurs participants préférés. Alors on est très près de la télé-réalité telle qu'on la connaît maintenant.
Je peux pas réellement vous en dire plus, à part vous dire que c'est une série vraiment, vraiment exceptionnelle. Je connais pas personne qui l'a pas lu, qui est pas complètement tombé sur le charme d'Hunger Games. Alors moi, quand je l'ai découvert, j'ai lu les 2 premiers tomes dans une semaine. J'étais plus capable de rien faire d'autre. Tout ce que je faisais, c'était lire. Et j'attendais avec impatience le tome 3. Et là, maintenant que le tome 3 est terminé, je peux vous dire que la série au complet est extraordinaire. Et puis, on souhaite tous que le film soit au moins un petit peu à la hauteur des romans. Alors, je vous encourage très certainement à aller lire. Puis, si vous n'êtes pas convaincu parce que je suis en train de vous dire, ben, vraiment, allez voir sur le web parce que là-bas, c'est la folie totale. Je vous parle maintenant d'un autre livre, toujours publié chez Pocket Jeunesse, qui fait aussi partie de la dystopie. Chronique de la fin du monde, dont le tome 1 s'appelle Au commencement. C'est écrit par Suzanne Beth Pfeiffer. Je dois vous avouer que, après ma mort, j'étais pas tellement convaincue par ce roman-là. Alors, suite à la lecture de la 4e de couverture, où on me parlait de catastrophes naturelles et de fin du monde, je m'attendais un petit peu à quelque chose de très très américain, qui ressemblerait à Armageddon. Mais c'est pas du tout ça. C'est un roman introspectif où on devient complètement hanté par ce qui pourrait se passer. Alors si ce roman-là, si Hunger Games s'adressait autant aux garçons qu'aux filles, alors ici on est vraiment plus dans un roman qui va plaire davantage aux filles. Le roman est écrit sous forme de journal intime. Et comme ça, le personnage principal est un personnage féminin, on est vraiment dans les angoisses plus de filles. Mais par contre, comme elle vit avec ses frères dans cette situation-là, je crois que c'est quand même un roman qui pourrait plaire aux garçons. Alors, si je peux vous faire un résumé rapidement, parce qu'on apprend vraiment au fil de la lecture, puisque c'est écrit sous forme de journal intime, ce qui va se passer. Donc, on sait qu'il y a une météorite qui va venir frapper la Lune. C'est un événement qui est déjà répertorié, on s'y attend, les scientifiques ont tous prévu la chose. Une météorite qui frappe la Lune, on le croit, pas si dangereux que ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Et tout le monde attend cet événement-là comme si c'était un immense spectacle, un peu comme la première fois où on a marché sur la Lune. Donc, Miranda, le personnage principal, celle qui écrit le journal intime, est à l'école, elle est un peu agacée par l'événement, tous ses profs ne lui parlent que de la Lune, elle a un devoir en français sur la Lune, elle a un devoir en anglais sur la Lune, elle a un devoir en histoire sur la Lune. Et le soir de la fameuse collision, elle est dehors avec tous les autres pour regarder l'événement. Là se produit quelque chose que les spécialistes n'avaient pas du tout prévu. Lors de l'impact, la Lune va un petit peu dévier de sa trajectoire et ça va influencer complètement la nature sur la Terre. Alors, on le sait, la Lune conditionne les marées. Et bien, qu'est-ce que ça va créer, cet impact-là? Ça va créer d'immenses tsunamis qui vont vraiment balayer les côtes de l'Amérique, bien sûr, mais du reste de la planète. Alors, Miranda, elle vit un petit peu dans les terres aux États-Unis. Sur le coup, elle n'a pas conscience de tout ça. Toutes les communications sont rompues et elle se retrouve avec sa mère qui devient comme un petit peu paranoïaque puis se rue à l'épicerie pour aller faire des provisions de nourriture. Sur le coup, elle pense que sa mère, justement, elle capote un petit peu puis c'est pas nécessaire d'en faire autant. Mais au fil des jours qui passent, on va se rendre compte que ça va complètement se détériorer parce que après les tsunamis, après toutes ces personnes qui disparaissent, après les télécommunications qui ont cessé, eh bien, avec le choc des plaques tectoniques, les volcans du monde se mettent en éruption. Alors quand on vit dans la réalité telle qu'on est et on se souvient de ce qui s'est passé en Islande, eh bien on imagine facilement cet immense nuage de cendres qui va recouvrir la Terre, un peu comme ce qui est arrivé aux dinosaures. Plus de soleil qui rentre, il fait froid, plus de culture, le monde s'écroule vraiment une journée à la fois. Alors on va suivre cette famille-là qui va vivre la fin du monde une journée à la fois. Et on est vraiment très pris par la lecture. Moi, j'étais plus capable d'arrêter de lire. Ça m'a tellement traumatisée que j'avais presque envie de faire des réserves d'eau à la maison. J'étais complètement hantée par cette lecture-là. Le tome 2 est prévu pour l'automne et j'ai vraiment très hâte de le lire. Là, je vous amène dans un vraiment tout autre univers, dans l'univers des romans de filles. Un roman qui s'appelle Toi contre moi, écrit par Jenny Donham. Je vous en parle parce que ceux qui ont lu mon blog, sinon allez-y, j'ai un article de consacré à son premier roman, Je veux vivre. J'avais été totalement bouleversée par ce premier roman-là qui parle de la
mort et des derniers moments de vie d'une jeune fille atteinte de leucémie. C'est le roman qui m'a fait le plus pleurer dans mon histoire de lectrice. Je suis pas une lectrice qui pleure tant que ça pourtant. Alors quand ce livre-là m'est tombé entre les mains, j'avais beaucoup d'attentes. Et quand j'ai lu la 4e de couverture, encore là, j'étais pas convaincue du tout. Donc c'est un roman publié chez Plonge Jeunesse qui s'adresse aussi à de jeunes adultes, filles ici décidément, à partir de 15 ans. Par contre, on a quand même un personnage central qui est un personnage masculin, fait que ça pourrait peut-être plaire aussi à des garçons qui aiment plus des romans d'introspection, puis de vraiment du jour à jour là, quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est l'histoire de Mikey. Mikey est le grand frère d'une famille complètement dysfonctionnelle. Il a une sœur qui a à peu près le même âge qu'elle et une toute petite sœur de 10 ans. Le père a disparu, la mère est une alcoolique finie, elle se réveille le matin, elle déjeune avec de l'alcool puis elle dort tout le reste de la journée. Et c'est vraiment lui et sa grande sœur qui s'occupent de la famille puis qui s'occupent de tout le monde. Jusqu'au jour où la grande sœur est victime d'un viol. Et c'est à ce moment-là que le roman commence. Alors, en 4e de couverture, on nous présentait une histoire sur le remake de Roméo et Juliette. C'est vrai que ça fait un peu ça, mais c'est pas ça le plus important dans l'histoire. Alors, Mikey, suite à cet événement-là, se dit que sa job de grand frère, c'est de prendre la défense de sa sœur. Alors, c'est comme je vous dis, il vient d'une famille vraiment dysfonctionnelle. C'est une famille très pauvre. Ils vivent dans les plus mauvais quartiers de la ville. Et puis, il se dit, lui, que sa seule façon de défendre sa sœur, eh bien, c'est d'aller tout simplement tuer le gars qui l'a violé. Et ce gars-là, ben, il vit à l'autre bout de la ville, dans un quartier très huppé. Et Mikey va se présenter là, la crowbar en dessous du manteau. Et quand il cogne à la porte, il s'en vient réellement là, pour lui casser la figure. Et c'est la petite sœur de ce garçon-là qui va répondre, Ellie. Et là, il est un peu déstabilisé par la chose. Et à la maison, ils sont en train d'organiser une immense fête pour la libération sous caution du garçon. Et il va s'inviter un peu dans cette fête-là, dans le but de connaître les habitudes de vie du garçon pour arriver finalement à son plan final, qui est d'aller l'assassiner. Il n'avait pas prévu cette rencontre-là avec Ellie, et puis bien évidemment, comme nous le promettait la 4e de couverture, on est dans une histoire d'amour. Ce qui est extraordinaire dans le roman, puis ce qui nous donne vraiment envie de lire, puis on veut savoir ce qui va se passer, c'est pas tant une histoire d'amour, mais c'est vraiment la filiation qui existe entre les personnages. Parce que tout au long du roman, on ne sait pas si le viol a réellement eu lieu. C'est un roman qui joue beaucoup sur les préjugés, qui joue sur la vérité également. Quand on est le grand frère d'une personne à qui ça arrive, comment est-ce qu'on doit réagir? Même chose du côté du personnage d'Ellie, qui était là lors de cette soirée-là, qui détient une partie de la vérité, qui veut protéger son frère avec la pression familiale et tout. Alors tout au long du roman, on apprend la vérité tranquillement, qui se construit chapitre après chapitre, et c'est vraiment un roman exceptionnel que j'ai pas pu lâcher. Alors j'étais très contente de voir que c'était à la hauteur de mes attentes, même si pour ce roman-là, j'ai pas pleuré du tout. Alors, j'espère que ça vous a donné le goût d'aller les lire, ou au moins d'aller les feuilleter en librairie. Si vous avez envie d'avoir plus de suggestions, vous pouvez venir lire mon blog au www.adp-pédago.com, qui est le blog pédagogique de Messagerie ADP. Je vous invite également à suivre la page ADP Pédago sur Facebook pour plus de chroniques. Alors à la prochaine et bon été sous le soleil!